Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ces circonstances un peu particulières de confinement, mais malgré tout quand même en ligne pour accueillir Alexandre Muche qui va nous parler du design des politiques publiques. Je m'appelle Yasson Foskolos, je travaille pour le SPF BOSA, la Direction Générale de Transformation Digitale, et je vais vous dire un petit mot sur le réseau Digital Open qui est en fait ce qui explique notre présence aujourd'hui. Nous avons l'ambition, le désir d'informer les gens, de partager des connaissances sur le domaine du user-centric design et du design au sens large. Et donc, ce lunch talk aura pour but de toucher à ce qui nous concerne, nous, en tant qu'agents de la fonction publique. Voilà, donc, les lunch talks, c'est quoi? C'est un moment de partage, donc, comme je disais, où on va discuter, inviter des intervenants qui viennent de différentes expériences dans différents secteurs, mais qui touchent bien sûr le plus possible les secteurs publics. Un petit mot sur l'application Livestorm dans laquelle vous êtes tous connectés aujourd'hui. Il y a différents onglets à droite, je crois, de l'écran, et il y a un onglet questions que je vous invite à compléter durant le talk, et nous rassemblerons les questions pour Alexandre à la fin. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr rentrer en contact ensemble parce que c'est un petit peu aussi le but de ces événements. Je vais laisser la place à Alexandre Muche, donc cofondateur de l'entreprise Vraiment, qui vient nous parler aujourd'hui du design des politiques publiques. Il vous rejoint plutôt le temps qu'on change de chaise et que on se protège. À tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler un peu depuis mon point de vue de designer. Du coup, je suis designer associé chez Vraiment, qui est une agence de design des politiques publiques, de design d'intérêt général, basée à Bruxelles et à Paris, avec environ 25 personnes, designers, sciences politiques. Et l'idée qu'on avait eue aujourd'hui, c'était de rentrer sur deux sujets un peu précis. Cette question de la façon dont le design peut être embarqué dans des sujets de politique publique, et notamment avec deux aspects de ça qui est, d'une part, la question de l'intégration des usagers et surtout des agents. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un peu un focus sur cette question de la façon dont les agents publics sont, et je le dirai à la fin, doivent être embarqués dans la conception de nouvelles politiques publiques. Et un second aspect qui est comment est-ce qu'on prototype, au fond, des innovations, des hypothèses de fonctionnement des politiques publiques. Et pour ça, j'ai pris deux projets. Alors, un projet qu'on avait fait avec la métropole de Mulhouse en France, un projet qu'on a fait avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la question de son circuit d'achat, et qui sont deux projets qui vont un peu éclairer ces deux aspects. Alors, la création du labo de la métropole de Mulhouse, je vais démarrer avec ce projet-là. C'est un peu un projet qui est en réaction à la multiplication des labos. On se demande un peu quelle est la collectivité ou l'acteur public qui n'a pas son labo. On en a vu depuis les années 2010 une création à l'appel. Et au fond, on sait que le gros problème de ces labos, ces deux outils entre guillemets de recherche interne sur l'innovation publique, c'est qu'on a beaucoup de mal à les enraciner. Il y a beaucoup de labos qui ont été abandonnés. Il y a des labos qui sont un peu ghettoisés au sens où, d'une certaine manière, c'est devenu une sorte de cellule à part entière que personne ne va voir. C'est devenu de temps en temps la fonction support d'autres directions, mais qui ne comprennent pas exactement quelle est la fonction de ces labos d'innovation. Et de temps en temps, il y a un peu l'effet, c'est la danseuse de la direction générale, et d'une certaine manière, les autres directions ne s'approprient pas, à proprement dit, ces labos. Du coup, la création de labos de la métropole de Mulhouse démarre de ça. Cette idée qu'au fond, on veut vraiment ancrer et attacher le labo à toutes ces politiques publiques, et que ce soit un outil qui serve aussi bien les questions de voirie, les questions de numérique, les questions de social, et que l'outil soit vraiment à disposition de tous les agents et in fine de tous les usagers.
Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? C'est un travail qu'on a mené avec la 27e région. La méthodologie qu'on a employée, c'est embarquer sur 2 ans 20 agents ambassadeurs qui dédient chaque mois 2 à 3 jours de travail. Et entre les séances, puisque ça, en gros c'est des séances chaque mois, un travail ou entre guillemets des devoirs à faire entre chaque séance. Et ce qui est assez important, c'est le fait que c'est relativement intense, ça veut dire qu'il faut sanctuariser du temps chez les agents, et d'autre part qu'on essaie d'embarquer une grande variété d'agents. Aussi bien, alors là on est en France, du coup c'est des agents de catégorie A, B et C, et c'est vraiment important qu'on ait aussi bien les agents de terrain que des agents assez hauts dans les directions. Et cette variété-là d'acteurs, c'est au fond une des clés de secret et la raison pour laquelle le labo fonctionne bien, fonctionne encore et a réussi à fabriquer un ancrage dans la fonction publique. Et pour continuer un peu là-dessus, peut-être pour terminer, ce qui nous paraît important, c'est que on est aussi des agents qui viennent de directions très différentes. On va avoir des gens qui peuvent aussi bien venir de la question de la gestion de l'espace public, gestion des espaces verts, que des gens qui vont être dans les processus digitaux, dans les questions de simplification et de dématérialisation. Et au fond, cette mixité-là, elle est réellement importante. Enfin, un des enjeux de ces labos, c'est notamment de désiloter un peu des politiques publiques. Et du coup, la capacité à garantir ça, c'est de pas que les prendre les gens de l'IT ou du numérique, de pas aller prendre que les questions, les acteurs qui viennent de l'urbain, mais d'avoir une vraie variété d'acteurs là-dessus. La deuxième, j'ai envie de dire, recette qu'on retient et qu'on a essayé d'appliquer assez tôt dans le projet, c'est d'aller sur des projets concrets. C'est de ne pas prendre des sujets théoriques, de ne pas juste, pendant des mois et des mois, prendre des sujets martyrs qui ne servent à rien, mais d'aller prendre des sujets concrets. Et là, je vais prendre qu'un seul des sujets qui a été abordé par le labo de Mulhouse et qui est intéressant parce qu'il est à la fois infiniment anecdotique, c'est la question des mégots et de la façon dont on les jette dans l'espace public, et à la fois qui est un sujet qui montre à quel point il doit être traité de façon innovante et de façon transversale par une variété d'agents. Alors, le sujet des mégots, je ne vais pas le rappeler, mais c'est une forme de pollution. On s'est rendu compte à partir des années 2010 que c'est une pollution extrêmement importante avec un impact sur toute la chaîne de l'eau. Alors, de nos cours d'eau jusqu'à l'océan. C'est un des déchets massifs qu'on retrouve à la fin dans l'océan, avec un vrai problème, c'est que ce petit objet de 2 cm de long a la capacité de polluer des milliers de litres d'eau, et qu'au fond, tout le problème démarre à l'échelon communal, à l'échelon municipal. Le problème, c'est que les gens gardent ce geste un peu, qui est de juste jeter son mégot dans la rue, et le sujet qu'on a, c'est qu'on doit changer ce comportement-là. Notamment parce que les gens, il y a cette vieille trace de comportement de ne pas mettre le mégot dans la poubelle parce que ça y mettrait feu. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Mais au fond, on sait bien qu'on doit changer les comportements là-dessus, et ça va toucher aussi bien les agents de propreté que les agents de l'espace public, que les agents de la communication, et que là-dessus, on embarque les gens sur des sujets concrets. Alors, première chose qu'on fait, et pour nous, c'est assez important, c'est au fond de très rapidement tester les idées. Là, j'arrive sur les questions justement de maquettage et de prototypage. Là, vous voyez les premières maquettes carton. L'idée, c'est qu'il y a une idée qui est sur la table. Le lendemain, on essaie de voir, au fond, quelle est la forme, quelle est l'expérience usagée que les gens vont avoir dans la rue quand ils sont en train de fumer une cigarette. Et ça, c'est important parce que petit à petit, quand on va plus loin dans les matérialisations, ici, vous voyez d'ailleurs un premier prototype qui est fabriqué par les services ateliers de la ville, du coup, par les fonctionnaires qui s'occupent côté menuiserie de fabriquer et entretenir le mobilier. C'est qu'au fond, on va assez vite sur des questions où l'enjeu, c'est pas tant d'être tout de suite dans des questions esthétiques, mais de dire ça fait propre. Et pourquoi ça fait propre? C'est important dans la question de la forme que ces objets prennent. Ici, vous avez du coup justement un travail sur la ludification du geste du jet de mégot. C'est qu'au fond, tout de suite, le maire, il en entend parler, le maire en parle à ses équipes, les directions générales commencent à trouver que le projet est intéressant, et c'est là que c'est important d'accélérer au fond tous ces projets de transformation publique sur une capacité à les mettre en forme très rapidement par des maquettes, par des prototypes. C'est qu'au fond, ces objets qui font propre, ils ont une capacité transformatrice extrêmement importante. Et du coup, le projet, tout de suite, au bout de quelques semaines, il est adopté par toutes les directions qui sont au courant, qui l'ont vu dans la rue, qui le trouvent, alors on peut avoir son avis sur l'esthétique, mais qui le trouvent en tout cas étonnant. Et ça, c'est réellement important parce que c'est au fond ça qui a
on sent à quel point les objets ou la capacité à matérialiser les hypothèses d'innovation publique, le fait de les matérialiser, ça a un aspect transformateur extrêmement important. Et alors, c'est d'ailleurs autant un travail qu'on a fait du coup avec les agents internes, je vous montre juste avant le prototype qui a été fabriqué par les services d'atelier, mais aussi par tous les prestataires qui gravitent autour de l'action publique. Ici, du coup, c'est le prototype qui est fabriqué avec l'entreprise privée qui est retenue pour tout le mobilier urbain de Mulhouse, Cinegraph. Et l'enjeu, c'est aussi justement de travailler avec eux sur leur catalogue, sur la façon dont on peut changer la façon dont ils conçoivent du mobilier urbain. Et au fond, cette synergie public-privé, elle devient vraiment importante parce que là, du coup, vous voyez aussi bien des agents côté Cinegraph que côté l'entreprise qui fabrique, que côté public. Et au fond, cette capacité à mettre tout le monde autour de la table d'un problème, c'est une des clés de succès. Alors évidemment, ce qu'il faut pas louper une fois qu'on a mis avec ces acteurs en place des prototypes et des tests, c'est la question de l'évaluation. Et ça, c'est souvent assez difficile parce que, alors sur le principe, tout le monde est d'accord que quand on a testé des choses, après il faut les évaluer. Mais la question de l'évaluation, c'est extrêmement important d'amener des process qui, d'une certaine manière, embarquent aussi les agents. Et là, par exemple, la question, ça n'a pas été de prendre un bureau externe d'évaluation pour cette question de nouvelles politiques de gestion des déchets de mégots, c'est plutôt d'embarquer en interne des agents qui sont très près du terrain. Ici, vous avez les agents de la tranquillité publique et de la médiation, du coup, des agents qui sont dans la rue, qui connaissent assez bien les quartiers, les comportements, les gens, et qu'on va mettre en posture justement d'être les évaluateurs. Et l'autre aspect de l'évaluation qui est assez important, c'est d'embarquer aussi les directeurs. Ça veut dire qu'à un moment, on sort les directeurs de bureau, on leur fait faire du terrain, on leur fait faire de la rue, ici sur un sujet gestion de la propreté de l'espace public, pour qu'au fond, cette capacité d'évaluation, elle soit aussi bien partagée par des gens dont c'est le quotidien, concrètement, de gérer les comportements en rue, que des directions qui sont à un moment en capacité de penser des hiérarchies et des directions à des politiques publiques. Et alors, pour terminer un peu sur ce projet, hein, c'est un projet du coup qui a fabriqué un labo. Le labo, depuis ce travail de 18 mois, a été pérennisé avec un directeur et 2 designers à mi-temps qui sont embauchés dans la collectivité. Et au fond, dans la grande qualité, c'est qu'au fond, c'est pas tant que la direction ou ce labo soit une sorte d'énorme équipe. La grande qualité, c'est qu'au fond, ce projet-là et les quelques autres projets qui ont été faits autour ont permis vraiment de fabriquer un enracinement où toutes les directions sont au courant de ce qui se fait dans ce labo-là. Elles sont au courant qu'elles vont être embarquées de façon intelligente. Ça veut dire que c'est pas je confie mon bébé d'innovation à un labo et j'attends et j'espère que 18 mois après, il y a un projet tout neuf, tout innovant qui sort. Il y a vraiment un enjeu de collaboration qui a été retenu par toutes les directions. Et au fond, je pense que c'est vraiment ça la question qui irrigue comment est-ce qu'on fabrique des entités d'innovation dans les collectivités. C'est vraiment les capacités de comment est-ce qu'on identifie pour les autres acteurs le fait qu'on a un métier ressource dans la collectivité. Alors, je vais soulever quelques petites questions parce que l'enjeu, c'est un peu aussi de raconter des sujets, des problèmes, des choses qu'on a aperçues. Sur la question d'outiller l'équipe du labo, alors, nous, on utilise beaucoup de choses qui sont de l'ordre du maquettage, du prototypage. Ici, par exemple, sur des sujets de très construction de maquettes et de mobilier, un des premiers problèmes, c'est que dans la commande publique, si vous voulez commander une petite scie à métaux ou ne serait-ce que des post-it, c'est un des sujets dans la fonction publique, c'est pas dans les catalogues, ça prend des mois à le faire. Du coup, quand vous avez un atelier que vous créez sous 3 mois, c'est difficile. Et on a inventé ce qu'on appelle une boîte blanche financière. C'est l'idée qu'il y a 1 200 € d'achat, c'est validé par la direction des achats, qui peut être utilisé à des achats un peu étranges et qui sortent des catalogues de la fonction publique. Un deuxième aspect, c'est la question de concevoir l'offre de service. Ça veut dire que autant ce labo-là, au début, il a été extrêmement flou dans quel est son périmètre d'action, quels sont ses fonctionnements, combien de ressources il disposait. Mais au bout de 9 mois, on a décidé de contractualiser. Ça veut dire de s'assurer qu'il y a un contrat et des rôles qui soient définis, qu'on puisse avoir des règles qui racontent qui peut venir dans ce labo, qui peut amener un sujet à tester dans ce labo-là, et qu'au fond, c'était important de très rapidement poser un document. Alors, il est simple, on essaie de le faire graphique au possible, mais qui permet au fond de raconter à tous
qu'est-ce que je peux venir faire dans le labo, quels sont les sujets qui sont légitimes dedans, et qu'est-ce que ça implique de venir amener un sujet là-dedans. Voilà, je termine un peu sur cette question labo. C'est un des labos dont on est vraiment content parce qu'il s'est vraiment intégré dans la collectivité. Et sur la question des designers, je termine là-dessus. Il y a cette anecdote, c'est que alors les métiers du design dans l'action publique, c'est très nouveau. Il y en a en Belgique, il y en a en France, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Et la chose qu'on a retenue principalement, c'était qu'on devait mettre plutôt 2 designers à mi-temps, notamment parce que le problème de parachuter un designer dans la fonction publique, c'est qu'il se fait tout de suite un peu broyer par une complexité, par des sujets qui peuvent être durs, par aussi des formes de hiérarchie qui ne correspondent pas à ces modes de faire. Et souvent, d'amener 2 designers qui sont... il y a un peu la métaphore des petits chats, de dire au fond, il vaut mieux en avoir 2 parce qu'ils arrivent à interagir ensemble et à grandir ensemble, plutôt que d'amener un designer tout seul, parce que pour avoir suivi pas mal de designers qui sont rentrés dans la fonction publique, c'est souvent des acteurs qui peuvent un peu se faire broyer par l'énorme machine que ça représente. Ça m'amène sur le sujet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un sujet peut-être à l'autre bout de la chaîne de cette question action publique, notamment, alors j'ai démarré par le sujet des mégots et de la propreté de l'espace public, qui est un sujet assez politique, parce que souvent les oppositions aiment bien râler sur la propreté de la ville. Je vais aller là sur un sujet beaucoup plus interne. En gros, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous demande comment est-ce qu'on peut simplifier la commande publique pour nos agents. Pour une partie de vous, dans l'audience, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez pour une collectivité, vous travaillez pour le fédéral, mais vous connaissez à quel point c'est complexe de commander, de passer un marché, de recevoir du matériel. Et pour raconter une anecdote qu'on nous a racontée assez tôt dans le projet, il y a un prof de basket qui arrive à monter une petite équipe dans un quartier politique de la ville. Enfin, il arrive à avoir une chouette équipe. Il commande, parce que l'année d'après, il a besoin de ballons de basket, des ballons pour jouer en pro. Et 6 mois après, un peu en retard après sa saison, il reçoit des ballons en mousse. Parce qu'entre le moment où il a dit « je veux des ballons de basket pro » et toute la chaîne de commandes qui va jusqu'au marché achat de ballons de basket, et ben, au fond, on a eu de la perte en ligne. L'anecdote est un peu frappante parce qu'on voit à quel point ça peut irriter et rendre inactif l'action publique. Mais au fond, elle est vraie à plein de niveaux. Elle est vraie sur des questions de grosses commandes, d'achat de véhicules pour toute une région. Elle est vraie vraiment à tous les niveaux et sur tous les types de commandes. À partir de ça, en tant que designer, nous, ce qui va être assez important, c'est de passer du temps sur le terrain. Alors, ce qu'on appelle terrain, c'est au fond d'aller chercher tous les acteurs qui sont concernés de près ou de loin, avec des cartographies d'acteurs, d'aller vraiment passer du temps derrière les écrans. Et j'insiste, il y a une chose qui est de se faire raconter la façon dont se passe une commande publique. Ici, par exemple, dans un centre social, sur la question de comment est-ce qu'on achète des petites fournitures quotidiennes. Et aussi, il y a une chose d'aller se faire raconter les outils numériques. Ici, là, par exemple, vous voyez un tableur Excel. Il est probablement pas autorisé par la direction du numérique. C'est un outil un peu en off, qui n'est pas connecté aux autres outils. Mais au fond, il raconte énormément la façon dont cet agent de terrain a fabriqué ses propres outils un peu vernaculaires, un peu bricolés, pour compenser les lacunes des outils de commande publique. Typiquement, ici, sur une logique de prévisionnel, on va manquer de ramettre à papier dans 3 mois. Ça veut dire que je m'envoie une notification 2 mois à l'avance pour combler les lenteurs de la commande publique. Et ça, c'est important en fait de passer de l'autre côté de l'écran pour comprendre toutes ces interactions-là, d'aller vraiment finement sur les terrains pour comprendre comment est-ce qu'ils compensent ou ils bricolent avec ces lacunes-là, parce que beaucoup d'innovations peuvent venir de là. Alors, après, sur cette question commande publique, pour nous, une fois qu'on a fait le terrain, l'enjeu, c'est de souvent représenter le processus, ici le processus de A à Z, entre le moment où il y a eu un besoin, un ballon de basket, une ramette de papier, 20 véhicules pour ma commune, jusqu'au moment où ces commandes sont livrées. Et là, c'est intéressant parce que sur un sujet aussi complexe, qui nécessite autant d'acteurs, qui viennent du juridique, qui viennent des acteurs métiers, qui viennent du financier, au fond, on se rend compte qu'on est sur des acteurs qui n'ont pas une vision globale et générale. Et une des capacités du designer, c'est évidemment d'amener des modes de visualisation qui offrent ça. Et je pense que c'est une des missions sur lesquelles on s'est rendu compte à quel point cette capacité à voir dans sa globalité un processus, c'est quelque chose qui manquait. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit merci.
moi, je connais extrêmement bien le tronçon central qui est comment est-ce que je rédige en termes juridiques un besoin, mais je ne savais pas du tout ce qui se passait avant et je ne savais pas du tout ce qui se passait après. Et du coup, la capacité de l'innovation dans la fonction publique, elle passe énormément, parce que les process sont complexes, dans une capacité à représenter le problème dans son ensemble. Et là, du coup, je montre un peu le schéma, et surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un enjeu pour nous dans les représentations à aussi émettre des représentations et se les faire corriger. Vous le voyez à l'écran, toutes les petites notes au stylo qu'on fait, ça doit être la version 3 ou 4 du processus qu'on se fait corriger tantôt par le service juridique, tantôt par le service marché, tantôt par la DG, tantôt par la finance, qui viennent nous dire « Ah non, à cet endroit-là, il se passe ça ». Et à la fin, on obtient un livrable qui fait consensus, une représentation du processus qui convient à tout le monde et qui a une vraie qualité, une capacité à résumer à tout le monde comment ça se passe, ces processus publics. Alors là, c'est la phase atelier, puisque du coup, je l'ai revendiqué au début, hein, l'innovation publique sans les agents de terrain, sans les agents, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Pour nous, on revient, on est une génération qui revient de l'innovation top-down ou parachutait des solutions numériques qu'après les agents n'adoptaient pas, n'utilisaient pas ou utilisaient mal. Je pense qu'on en revient et ça a été un tribut lourd dans l'innovation publique. Et pour nous, je vais lancer la vidéo. Ce qui pour nous est important dans ces ateliers-là, c'est qu'au fond, on ait aussi bien des temps qui soient de l'idéation assez forte, ça veut dire une capacité à émettre beaucoup d'idées, y compris les plus folles, y compris celles qui ne sont pas tout à fait réalisables à court terme. Et ça nécessite notamment d'embarquer les agents dans une capacité à mettre de côté temporairement les contraintes, les problèmes, les limites des sujets. Et ensuite, dans un deuxième temps ou dans un deuxième atelier, de les embarquer sur concrètement comment est-ce qu'on peut tester les choses à court terme et de façon légère. Et ce à court terme et de façon légère, il est important parce que souvent, c'est la bonne façon de poser la question sur trouver des outils ingénieux et simples. Alors, ils peuvent intégrer des technologies numériques complexes, mais en tout cas, d'avoir une logique dans les idées et dans la capacité d'idéation, à avoir une frugalité qui tient compte qu'on peut faire des choses simples et efficaces. Et du coup, ces ateliers-là, ils passent par une phase d'idéation où on émet plein d'idées, ensuite une phase sur laquelle on se resserre et on vient un peu développer des idées, et une dernière phase, je le montre ici, ça c'est ce qu'on appelle des vidéos cagettes. En gros, il y a une petite caméra, un micro, et on va demander à chaque petite équipe qui a proposé sur un process d'amélioration de faire une petite vidéo dans laquelle il va raconter en 1 minute chrono quel est le projet. Et cet enjeu de narration, il est vraiment important parce que, au fond, assez souvent, les schémas d'innovation ont une capacité ou une limite qui est qu'elles embarquent les gens dans des processus très complexes. Et cette règle de si tu arrives à le raconter en 1 minute, c'est déjà un premier garant qu'il y a une forme de qualité dans ton projet. C'est extrêmement important. Et ça a forcé, du coup, là, les agents à dire comment est-ce que je le raconte simplement, comment est-ce que je simplifie mon projet. À partir de là, on a toute une matière qui, du coup, sont ces idées-là, que en tant que designer et avec l'équipe projet côté Fédération Wallonie-Bruxelles, on va commencer à synthétiser, à fusionner, à essayer de rassembler, parce qu'en gros, un atelier avec 70 agents, comme c'était le cas, ça produit potentiellement une centaine d'idées. Et évidemment, l'enjeu, c'est de savoir resserrer. Et là-dessus, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est 2 choses. C'est au fond de hiérarchiser les idées et les projets sur un caractère. Quel est son niveau critique? À quel point il a un impact fort sur la collectivité? Et un autre aspect qui est extrêmement important en tant que designer, c'est à quel point il est prototypable. Et c'est là qu'une des compétences des métiers de designer sur les questions d'innovation publique, c'est qu'au fond, on a évidemment tous les métiers parce que chez Vraiment, il y a des designers graphiques, il y a des designers numériques, il y a des designers industriels qui font des objets, il y a des designers d'espace, il y a des architectes aussi. Du coup, des gens qui ont la capacité de faire un prototype très rapidement, une interface, un nouveau mobilier, mais surtout des gens qui ont une capacité à dire combien ça va coûter ou quels investissements il va falloir mettre là-dedans. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment le clé de l'innovation publique, c'est qu'au fond, le problème de l'action publique, c'est que c'est forcément complexe. On touche des sujets complexes, des sujets, le social, c'est un sujet complexe, mais qu'au fond, le problème, c'est que quand on veut innover dedans, on n'a pas la capacité d'innover parce que les budgets engagés sont énormes. Et du coup, la qualité du prototype, c'est au fond de tester dans 1/100 du prix de la solution finale
nouvelle plateforme à 500 000 euros? Comment est-ce que je la teste dans 1/100 du prix? Un nouveau aménagement urbain qui va coûter 25 millions d'euros. Comment est-ce que je teste ces usages dans 1/100 du prix? Et du coup, une des qualités du designer, c'est vraiment de maîtriser le fait que dans 1/100 du prix, on puisse se donner un droit à l'erreur. Le problème, c'est qu'en fait, si quelque chose coûte cher, on inhibe toute capacité de tester, de mener des hypothèses, et on enlève ce droit à l'erreur qui, au fond, est vital dans l'innovation. Et du coup, c'est ça une des grandes qualités du designer. Alors, une fois qu'on a sélectionné des projets, après, on continue d'embarquer les agents, plutôt en petits groupes. Là, à chaque fois, on avait plusieurs groupes de 5-6 personnes, plutôt des métiers qui sont très connectés ou très proches de ces sujets-là. Et du coup, on va, là, je le montre par exemple sur des questions d'interface. Encore une fois, les designers amènent des versions, se font martyriser. Et vraiment, une des capacités du métier du design des politiques publiques, c'est au fond d'autoriser, de se faire challenger, les hypothèses. Et au fond, de dire, je tolère que ma proposition, tel agent de terrain va me dire qu'elle ne va pas fonctionner parce que s'il faut que je demande 10 minutes chaque jour à chaque agent, ça ne fonctionnera pas. Et pour nous, ça, c'est vraiment important, cette capacité ou cette posture, plutôt aller au fond, se faire sans cesse un peu chamailler et tirer les oreilles par les agents. Alors, je vais parcourir très rapidement parce que l'enjeu, c'était plutôt de montrer la méthodologie, mais sur les 3 projets que ça a fabriqué, c'est évidemment un enjeu de nouvelle base de données qui permet à tous les agents extrêmement simplement, avec cette philosophie de en un clic, comment est-ce que je peux être au courant de tous les marchés publics qui existent déjà ou qui sont en cours dans ma collectivité ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, cette idée du en un clic, en 1 minute, il était extrêmement important. C'était vraiment dire, avant que je passe un nouveau marché, comment est-ce que je m'assure qu'il n'y a pas déjà un marché qui est en place. L'idée de raconter, d'avoir une petite fiche extrêmement simple qui permet à tout type d'agents, y compris les directeurs, les nouveaux agents qui arrivent sur le terrain, de comprendre comment se passe un processus de marché centralisé, et notamment d'avoir une vraie lecture, que ce soit simple, y compris des gens qui ne sont pas juristes, y compris des gens qui ne sont pas dans la finance publique, y compris des gens qui ne sont pas acheteurs, au fond, y compris le prof de basket dont j'ai parlé au début, ils comprennent comment se déroule une commande publique. Et le dernier livrable, et c'est un délivrable un peu inattendu en tant que designer, c'est qu'on livre des fiches métiers. On dit que si on veut que la commande publique se passe bien à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut inventer 2 nouveaux métiers, alors qui peuvent être des restructurations RH, mais dans une capacité, au fond, à raconter ça. Du coup, là, je passe sur les livrables, mais sur ces questions un peu fiches métiers, ce qui est important, c'est évidemment alors de reproposer des formes de hiérarchie et de position de ces nouveaux métiers dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est aussi d'être extrêmement concret sur quel est le quotidien de ces agents. OK, on a un nouvel agent relais sur les questions de commande d'achat. Quelle est sa relation au terrain? Comment est-ce qu'il va voir les agents de sa direction pour comprendre les besoins en ce moment? Comment est-ce qu'il sait au quotidien et quel type de discussion il doit avoir pour faire remonter des besoins de nouveaux marchés? Voilà, je passe. Les interfaces, je pense que l'enjeu, c'est pas tant sur ce projet-là en particulier de montrer que on va sur des interfaces qui sont extrêmement poussives sur des questions d'utilisation numérique, d'algorithmes, etc., mais plutôt dans une capacité, au fond, d'être extrêmement juste sur la frugalité d'utilisation. J'insiste, hein, souvent, on l'a retenu sur ces outils-là. Si au bout d'1 minute, l'agent de terrain n'a pas eu l'information qu'il souhaitait, parce qu'il y a un marché qui me permet d'acheter 10 véhicules ou 10 ballons de basket pour mes besoins, au fond, on les perd. Et là-dessus, tout l'enjeu de design, il est vraiment d'être plutôt d'en retirer des fonctions, d'être extrêmement simple, extrêmement efficace pour faire ça. Voilà, pour résumer un peu ce projet avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi donner quelques ordres de grandeur, l'idée, c'était d'embarquer vraiment une palette large avec environ 70 agents sur ces questions, comprendre tous les métiers, y compris les métiers de terrain. 18 agents qui étaient proches de la question juridique et financière de la question de la commande, qui ont été embarqués là sur une multiplicité d'ateliers. Ils sont venus 3 fois, 4 fois, 5 fois dans ces itérations et ils ont eu du travail à faire. Du coup, c'est une petite communauté d'agents qui a été vraiment impliquée. Et ensuite, 5 agents qui ont vraiment fait partie du projet et là, qui viennent à toutes les instances de validation, de gouvernance et qui sont un peu le cœur des réacteurs du projet. Voilà, j'ai un peu, l'idée c'était de pas non plus prendre trop de temps. J'ai vu que j'ai peut-être débordé de 2-3 minutes, mais l'idée c'était surtout de rentrer dans un temps de questions
avec vous et de pouvoir échanger. J'insiste un peu, c'est ce qu'on avait discuté ici, un peu d'ouvrir le capot sur comment on fait, qu'est-ce qui marche mal. Et là-dessus, je serais ravi de prendre les questions avec vous. Alors, je suis content que ça déclenche quelques questions. Alors, des questions de l'équipe ou des questions là qui sont venues du chat. Il y a la question un peu du jargon. C'est vrai qu'on nous la pose souvent. Et je pense qu'à la fois, c'est une question juste parce que, effectivement, il y a une tendance des acteurs de l'innovation de l'action publique à parachuter un jargon qui n'est pas là. Mais néanmoins, je ferai attention à pas simplifier les mots pour décrire les process dans lesquels on est. Et alors là, je viens de dire process, je viens de faire encore un anglicisme, mais il faut pas oublier que la fonction publique, c'est déjà une grande forêt de jargon. Dès que vous poussez les portes un peu de direction opérationnelle, vous entendez plus que des mots que personne ne comprend dans la rue. Du coup, on est déjà dans un milieu dans lequel la fonction publique jargonne. Et assez souvent, l'enjeu, du coup, c'est de trouver des mots. Alors, de temps en temps, c'est des anglicismes et on essaie de les éviter, mais de temps en temps, c'est des mots un peu nouveaux. Mais de toute façon, à un moment, il faut trouver des noms qui sont communs entre les différentes directions. Et ça, c'est un fait en soi. Vous allez dans la direction de la voirie, ils utilisent 1 million de mots que personne n'utilise au quotidien. Et puis, vous allez dans la direction du social, 2 portes plus loin, et ils ont aussi tout leur vocable. Et d'une certaine manière, de temps en temps, il faut emprunter des nouveaux mots qui permettent de faire consensus ou de trouver des façons de parler ensemble entre des gens qui, globalement, ne parlent pas tous le même langage. Mais en tout cas, c'est une attention importante. Il faut écouter les gens. Quand il y a des mots obscurs qu'on introduit de force ou par besoin, il faut les traduire. Et il faut faire gaffe effectivement à une sorte de plafond de verre que peut y avoir, notamment des bouts du management qui sont relativement à l'aise avec ça, et du fait que c'est pas forcément tout de suite compris par tout le monde. Alors, il y avait une question de justement comment convaincre le management sur la question de libérer des profils opérationnels. Je pense que, et ça rebondit avec une autre question qui posait comment est-ce qu'on démarre petit. Enfin, du coup, j'ai pris 2 projets relativement gros. Le projet de Labo Transform Mulhouse, il dure 18 mois, on embarque 20 agents, il est question de plusieurs centaines de jours libérés chez les agences. C'est un gros projet. Mais néanmoins, il y a pas mal de petites étapes, notamment sur des petits sujets, sur des ateliers, sur des modules immersifs ou même sur nous, on n'aime pas trop faire de la formation, mais plutôt de la formation-action, qui peuvent être des choses beaucoup plus petites en termes de temps, notamment en termes de temps que ça prend chez les agents, et qui permettent de mettre un premier pas. Et à Mulhouse, du coup, c'était un gros projet, mais qui était au fond le résultat de pas mal d'autres choses. La question de convaincre le management, en fait, ça dépend de temps en temps. On est aussi face à des collectivités qui butent sur des vrais problèmes. Elles ont lancé leur nouvel outil IT numérique et puis à 500 000 euros et personne l'utilise. Enfin, à un moment, embarquer les gens dans ces processus d'innovation, c'est pas juste parce que ça fait beau, parce que ça fait plaisir, c'est qu'à un moment, il y a des problèmes de fonction publique. Si on utilise les vieilles méthodes d'innovation, ça marche pas. Enfin, et là-dessus, il y a un enjeu aussi de dire, de temps en temps, avec des choses plus frugales, de dire je vais juste développer un bout de cette interface-là, je vais juste simplifier ce bout de l'expérience usagée, on arrive à embarquer petit à petit les acteurs. Mais en tout cas, c'est important de le faire, et notamment même si l'enjeu c'est de convaincre le management ou les hauts hiérarchies dans la fonction publique, de toujours embarquer et de continuer à convaincre tous les étages. Parce que des projets qui capotent d'innovation, parce que le management est convaincu et que ça ne convainc pas le terrain, il y en a aussi plein. Et du coup, il y a un enjeu à vraiment embarquer une communauté un peu large. J'ai une question sur est-ce qu'un labo est applicable sur l'innovation numérique, sur le changement interne d'une administration? Oui, nous, on a pas mal de labos au niveau État ou fédéral qu'on suit, qu'on approche avec la DITP en France, par exemple. Et cette question un peu digitale, elle est d'autant plus importante que... Alors, j'en parlerai justement, je n'ai pas beaucoup parlé des usagers finaux, des habitants, des citoyens, etc. Mais il y a quand même un sujet innovation dans le numérique qui a été problématique parce qu'on a longtemps cru qu'il serait uniquement résolu par des technologies. Ça veut dire
j'ai une technologie d'identification infaillible pour tous mes citoyens, j'ai du coup la solution à toutes mes démarches en ligne. Et au fond, on se rend compte à quel point l'innovation numérique ou tous les sujets dématérialisation, ils ont besoin d'être dans des formes d'écoute des usagers finaux et des agents intermédiaires, à défaut de quoi on refabrique de la complexité. Je le dis, on bosse beaucoup sur des sujets de dématérialisation de démarches publiques. C'est pas parce que vous dématérialisez un sujet, que vous avez rendu un formulaire papier en un PDF cliquable, c'est pas pour autant qu'il est devenu simple et accessible à des usagers. Et là-dessus, la capacité du labo à faire vérifier les idées par les usagers finaux et par les agents, c'est une des premières conditions pour nous à avoir une innovation. Du coup, oui, les sujets numériques, pour nous, c'est un des endroits dans lesquels doit y avoir des labos ou en tout cas des formes d'innovation qui ont une capacité à entendre une variété de voix et d'usagers. Ben ça me ramène sur cette question, j'aurais peut-être dû démarrer avec celle-là. Comment est-ce que j'intègre les usagers finaux, Madame Michu, les citoyens, les habitants et alors j'ai un peu volontairement pas trop parlé de ça parce que c'était l'objet de la présentation aujourd'hui, de surtout parler comment est-ce qu'on intègre les agents, qui sont souvent les acteurs oubliés dans ces méthodes-là. Évidemment qu'on intègre les usagers, et pour reprendre par exemple sur la question Mulhouse, toute la question, y compris sur ce mini-sujet des mégotiers et du sujet du mégot, tout l'enjeu, c'est de regarder comment est-ce que les gens se comportent. Est-ce que le cendrier est plein à la fin de la journée? Déjà, ça a l'air bête de le dire, mais on a plein de fonctions publiques où on fait le dispositif et on regarde même pas à la fin de la journée, est-ce que les gens l'ont utilisé, est-ce que les gens… Du coup, rien que ça, évidemment, on fait ça. Et ensuite, nous, on a tout un outil un peu de captation qui vont justement sur le terrain, par du micro-trottoir, par exemple, sur la question propreté de l'espace public, qui permettent aussi de simplifier et de rendre les questions… En fait, non, c'est même pas simplifié, qui permettent de rendre ces questions et la façon dont les usagers comprennent une nouvelle politique publique, qui fait qu'on les met vraiment en posture d'experts de l'usage. Et c'est important parce que assez souvent, la façon dont les collectivités ou les pouvoirs publics posent la question à leurs usagers, elles conservent leur jargon, elles conservent leur façon de voir le problème. Et du coup, les gens qui sont interrogés sur est-ce que j'aime bien cette démarche, est-ce que je l'aime pas, est-ce que ça me convient, au fond, ils se sentent pas légitimes à répondre et à amener de l'information là-dessus. Du coup, oui, je l'ai pas montré aujourd'hui parce que c'était pas un des points de focal qu'on voulait faire, mais en tout cas, il y a tout un pan de la question du design qui est d'aller vérifier, notamment parce qu'au fond, mettre des formes concrètes, que ce soit un premier prototype de démarche en ligne ou un premier prototype de mégotier, c'est une façon de donner de l'interaction et une matière qui est interprétable par l'usager, sur lequel il peut dire ça me plaît pas, je comprends pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, oui, c'est une des bases, et j'aurais peut-être dû démarrer avec ça, écouter les usagers finaux, ça me paraît important. Alors, il y avait une question aussi sur la question top-down, est-ce que ces démarches sont top-down? Pour prendre par exemple Mulhouse ou les autres labos, assez souvent, la question, elle vient plutôt du milieu. En fait, elle vient plutôt du middle management, des agents intermédiaires, en France, la catégorie B, qui sont pour une partie d'entre eux dans une forme de perte de sens. À quoi sert mon métier au quotidien? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je pourrais changer? Et souvent dans des formes de frustration assez lourdes, sur une capacité à changer le monde, à changer, parce que c'est ça, être fonctionnaire public, c'est toucher au bien commun. Mais au fond, souvent, ça vient plutôt de l'intermédiaire. Du coup, je botte un peu en touche sur cette question, est-ce que nos démarches sont top-down? Souvent, elles viennent plutôt de l'intermédiaire. Et il y a effectivement un enjeu, comme je l'ai dit juste avant, et convaincre le management, la haute fonction publique, qui t'entend un peu des vieilles façons de penser, et les agents de terrain en dessous qui, effectivement, ont d'autres sujets à traiter, dont des sujets très concrets, parce que, effectivement, quand les poubelles sont pleines, il faut les vider, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Du coup, voilà, je botte un peu en touche, mais assez souvent, nous, on a une dynamique de projet qui vient plutôt du milieu et qui est assez intéressante. Est-ce que j'ai oublié des questions? J'ai l'impression d'avoir parcouru une partie des questions. Je ne vois pas le chat là sur mon écran. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient apparus? Sur les compétences. Ah, sur les compétences des designers. C'est un peu difficile parce que je sais vraiment, nous on revendique beaucoup le fait que le design, c'est pas un métier unique, c'est une grande famille de métiers qui ont tous attrait à la forme et qui vont être graphiques, qui vont être espace, qui vont être, et chez vraiment, on essaie d'avoir tout ça. Néanmoins, une des grandes qualités du designer, j'ai envie de dire, la qualité minimum, c'est la capacité de représentation.
Et là-dessus, alors il y a évidemment des enjeux d'animation, j'ai montré beaucoup d'ateliers, etc. Mais la capacité de représentation, notamment d'avoir des outils qui permettent de simplifier un problème, c'est une des bases minimum, j'ai envie de dire, si jamais une collectivité doit embaucher quelqu'un. Néanmoins, après je le redis, il y a plein de métiers dans le design, autour du numérique, autour du print, autour de l'objet, qui sont tous indispensables. Et l'idéal, c'est de faire ça. Mais en tout cas, là, sur les designers qu'on voit qui marchent bien en collectivité, cette compétence représentation graphisme, cette capacité à simplifier un problème de façon visuelle, c'est assez structurel. J'ai terminé. Je laisse Yazon peut-être dire un dernier mot. En tout cas, je vous remercie. C'était ravi d'ouvrir le capot et d'avoir ces qualités de questions à la fin. Et hop, je viens vous remercier tous et toutes pour votre présence et les questions aussi que j'ai fort appréciées. Juste pour vous prévenir que le prochain talk aura lieu le 10 décembre et nous aurons une collègue du service fédéral des pensions qui viendra s'exprimer sur l'application MyPension. Merci à tous donc d'avoir participé. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Au revoir.